Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose la télévision nationale. Ça se passe ici sur Bénin Télévision tous les jours entre 7h et 9h, 6h et 8h en temps universel avec mon compagnon de toujours à ma droite, Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Après les Vodou Days, on se retrouve sur le plateau de 5 sur 7 matin. En pleine forme. Vous avez pris du plaisir justement à scruter cette actualité des Vodou Days entre mercredi et samedi dernier, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce sera sans doute au menu du journal télévisé, du premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Bien indiqué. Et à la une, ce lundi, carnage dans le nord Bénin sur le front antiterroriste. Plusieurs soldats sont tombés sous les balles meurtriers de l'ennemi dans la zone du Point Triple, une région située entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Pas encore de bilan officiel établi, mais plusieurs sources renseignent un peu moins ou un peu plus d'une trentaine de morts, de quoi susciter émoi, colère, révolte et inquiétude. Jamais le Bénin n'a enregistré autant de pertes au cours d'une attaque et surtout le déploiement de l'opération Mirador lancée en 2022. Le pays pleure ses fils tombés en défendant la patrie. Plus que jamais, la question de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme refait surface. On en parle dans le forum de discussion. Écrivain béninois ou togolais, là on parle de toute autre chose. Longtemps, la nationalité de Félix Kouchourou a fait objet de débat. Celui qui fait partie des pionniers de la littérature négro-africaine d'expression française a publié en 1929 L'Esclave, un des romans fondateurs de la littérature négro-africaine. Patrick Joshua lui consacre aujourd'hui sa chronique. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Félix Kouchourou? Eh bien, restez avec nous tout de suite. Et maintenant, on retrouve Marcel Arrossi pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Bonjour, bienvenue. Vodou Days, la célébration est terminée, mais Ouida continue de captiver les regards. Un des meilleurs souvenirs de l'édition 2025 reste et demeure la grande arène de Ouida. Elle est ouverte, elle a ouvert ses portes samedi dernier. Voici l'ambiance inaugurale. De l'émerveillement dans les yeux, des applaudissements nourris et des visages cachant difficilement de la fierté. Ces émotions sont celles de toutes les première animation au sein de la première arène Vodou du Bénin. Ici, les pépitards sont les premiers à cristalliser les attentions. Monsieur le Président, merci pour ce joyau. Je vous invite à chanter avec nous. Un spectacle de danse empreint de remerciements qui laisse place à un déroulement de plusieurs tableaux de la culture béninoise, comme celui du groupe Boïboa, qui offrait la danse Sakpata. On voit. Le rythme du Vodou Kokou le Daweti et les Egungun. Tout ceci se déroule au sein de l'arène, nouvelle infrastructure devant abriter des animations vaudou. Face à la mer, elle contient 3500 places en tout, dont 100 pour la tribune officielle. De quoi donner aux premiers présents d'avoir sur les lèvres des expressions identiques. Déjà, c'est une construction sans précédent.
il n'y en a pas deux au Bénin. Donc pour moi, en tout cas, qu'on puisse ériger une telle initiative au Bénin, dans la ville de Ouidah, pour nous, c'est historique. Donc je pense que quand tu regardes l'architecture, quand tu regardes la conception, quand tu regardes la beauté et même la décoration, il y a de quoi être fasciné, sincèrement, mon frère. C'est magnifique. Et en fait, pour moi, c'est à l'image de tout ce qui se fait au Bénin, toutes les transformations, les infrastructures. C'est vraiment formidable de voir toute cette évolution, ce dynamisme. Je trouve que c'est une jolie architecture, en plus proche de la plage, entourée de cocotiers, aérée. Je trouve ça agréable. Moi, personnellement, le fait de dire que c'est l'arène Vaudon, pour moi, a tout dit. A tout dit parce que c'est l'endroit où ça s'exprime du point de vue culturel. Parce que nous sommes un État laïque. Toutes les personnes ont le droit de pratiquer une religion, de pratiquer une spiritualité. Très, très, très joli, mais surtout l'organisation. Et ce n'est pas seulement l'organisation de tout l'événement, c'est les gens très éduqués, les gens très attentifs, les gens qui aident les autres et les gens qui respectent. Et ça, pour moi, c'est unique parce que pour trouver ça, toutes ces qualités-là en Afrique, c'est très difficile. L'arène Vaudou vient donc s'ajouter aux autres sites abritant les manifestations pour les Vaudou Days. Dès l'année prochaine, elle abritera ses autres animations. Voilà donc pour l'ambiance inaugurale. Allons à présent au cœur de l'arène. Jérôme Mungbo est notre guide. Arène culturelle de Ouidah. Ceci est une remarquable consécration de la vision de Patrice Talon de mettre en valeur le riche patrimoine historique de la ville et par conséquent du Bénin. Connu pour son rôle central dans l'épopée de la traite des esclaves et de la culture vaudou, la ville historique bénéficie aussi d'une richesse culturelle à valoriser. Érigée en bordure de mer, l'arène culturelle est donc la bienvenue à cette fin. Ce lieu splendide d'échange, selon les normes internationales en la matière, répond à une série d'impératifs porteurs de développement. Mettre en lumière les traditions et les arts de la région, de même que les danses, la musique, le théâtre, les rituels et les cérémonies culturelles. Œuvrer au renforcement du tourisme culturel à travers la diversification des attractions culturelles et des manifestations de grande envergure. Être un carrefour d'échange, de rencontres et de partage pour les artistes, les intellectuels et les communautés. L'ambition de la création de l'arène de Ouidah est grande. Elle intègre des éléments modernes et traditionnels pour refléter l'identité et les racines culturelles de la région, à savoir un grand espace polyvalent ouvert ou semi-ouvert pouvant accueillir des milliers de spectateurs pour des concerts, des spectacles de danse, des cérémonies traditionnelles et des représentations théâtrales. Un design moderne avec des touches traditionnelles inspirées des formes architecturales locales. Une scène équipée pour des concerts et des représentations avec une infrastructure technique adaptée aux exigences des performances modernes. Un espace modélable pour accueillir d'autres événements, y compris des expositions, des projections de films ou des conférences, des zones de détente et d'exposition. Symbole du dynamisme culturel au Bénin depuis 2016, sous le leadership du président Patrice Talon, l'arène culturelle de Ouidah présente toutes les caractéristiques
d'un pôle d'attraction culturelle dans la sous-région. Son inauguration à la première édition des Vodun Days marque le début d'un afflux touristique vers le Bénin, terre d'opportunités et de richesses. Et si à Ouida, les animations se sont déroulées dans la sécurité, il y avait aussi des soldats de l'assainissement sur les lieux. Comment ont-ils assuré la propriété des lieux? Rodrigue Babagueto nous en parle. On se croirait à un clean-up day, mais non. C'est bien sur les Vodun Days que ces hommes et femmes se font gardiens de l'environnement. Ils se relaient de jour comme de nuit dans leur tenue verte pour une veille sur la salubrité de tout Ouida. Nous faisons une rotation. Il y a une équipe qui monte à 7h jusqu'à 15h et à partir de 15h, il y a la deuxième équipe qui monte, qui travaille jusqu'à 22h. Mais nonobstant, disons qu'à 22h, on replie l'équipe, nous mettons une permanence de nuit pour pouvoir gérer toutes les situations qu'on pourrait rencontrer. Donc au total, nous avons au-delà de 350 agents sur le terrain. Chaque site est ratissé au large et les yeux doivent être des détecteurs de sachets ou tout autre déchet. Nulle place n'est laissée ici où les mains ne passent et repassent. Ce matin, c'est déjà au lever du jour que ces camions font la ronde pour une décharge des différentes poubelles sur les différents sites. Nous avons plusieurs sites. Où il y a le site de la plage et il y a 4 autres sites dans la ville. Au niveau de la plage, c'est une étendue de sable qu'il faut nettoyer. Il peut y avoir des tessons de bouteilles dedans. Il faut tout nettoyer, mettre du râteau pour que ceux qui vont venir participer aux spectacles qui sont organisés ne soient pas blessés. Et il faut maintenir la salubrité parce que c'est des lieux qui sont très fréquentés. Il faut, au fur et à mesure que les lieux se salissent, il faut les nettoyer. Le nettoyage a commencé le 27 décembre 2024, avant les Vodun Days, et va se poursuivre jusqu'après. Tout ceci pour que les Vodun Days ne soient pas des jours d'insalubrité. Les Vodun Days ont aussi offert aux Béninois l'occasion de découvrir certaines facettes de la culture brésilienne. La similitude est forte entre les deux peuples, nous apprend Arnaud Adaya. Que peut-on garder de ces afro-descendants brésiliens dont les ancêtres sont partis de Ouida dans des conditions difficiles depuis plus de 3 siècles? En fond sonore, le Kmalinga qui annonce l'entrée du roi. Negro sofreu, negro apanhou, foi pro mato e quilombo formou, ganga zumba zumbi. Puis la danse du rythme Zeli qui précède son cortège avec les mouvements de bras et de pieds, même si l'ondulation du corps n'est pas encore la même. Cette forme de danse salsa, assimilable à la danse du Zeli d'Abomey. Voué au roi, le Zeli d'Abomey est une danse des princesses et princes que la troupe brésilienne Ginga Tropical a le mérite de bien démontrer. En témoigne la présence du Awe, le parasol du roi en langue fongbe. Et voici le kaka présent dans la capoeira, ce qui montre bien le mélange avec une danse de la côte du Mozambique. Ici, le temps et l'espace ont certainement eu raison de la Kora du Sahel. Nul doute, ces artistes transportent le public en pays Nago-Yoruba de Ketu ou de Save. Et que dire du pays Idacha avec les mots Obereoma pour certainement dire Mbereona en langue Idacha, Mikanhwebio, ce qui signifie allégeance et hommage à Baba Orisha, Dieu le Père, Orisha Ore, Dieu amour, Orisha Oshe, Dieu merci, Oshun, la lune, Oshumare, Aïdo Hwedo au Bénin et à Haïti, pour désigner cette entité qui gouverne l'arc-en-ciel.
6 ans après sa mort, voilà des exemples qui continuent de donner raison à l'écrivain malien Seydou Badien. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Dans la même veine, Alain Sochoumé nous apprend que 2 personnalités brésiliennes étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Au menu des discussions, le renforcement des liens économiques et touristiques entre la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Voici leur déclaration à la sortie d'audience. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces 2 endroits. Presque 40% des déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi les gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors la relation entre le Brésil et Salvador, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des 2 côtés et aussi la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle est établie dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les 2 pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador, auront envie de connaître Ouida. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement. Marcher dans les rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'état de Bahia. Au début du mois de décembre dernier, des techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les 2 endroits au monde, le Bénin et l'état de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Et du côté de l'Okossa, le parti UP Le Renouveau se joint aux fidèles des religions traditionnelles. Les cérémonies ont commencé par une marche et un concours de musique traditionnelle dénommé Zandro Samira Tchabimani. Les manifestations officielles des Vodou Days 2025 qui se tiennent à Ouida n'ont pas empêché les adeptes de nos cultes de l'Okossa de manifester leur joie pour toutes les innovations apportées à cette fête par le gouvernement Talon. La célébration qui dure 3 jours dans la cité de l'Espérance est soutenue par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous fêtons aussi les Vodou Days à l'Okossa. C'est l'Union progressiste Le Renouveau, la section de l'Okossa, qui a pris le lead pour dire que les adeptes de Vodou ne les laissent pas, ne les oublie pas. La marche des adeptes des religions traditionnelles venus des 5 arrondissements de la commune s'est échouée sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de l'Okossa. La soirée est consacrée au concours du Zandro, un rythme typiquement vaudou distinctif de la localité. L'arrondissement de Ouin arrive en tête, suivi par Koudou. Cette manifestation-là, c'est du jamais vu. Je passe par là pour remercier le président de la République, M. Talon Guillaume Athanase. Vraiment, il est un président qu'on n'a jamais vu. Je suis très content, je suis fier, tout le monde, tous les adeptes. Parce que Soglo Ablo, c'est vrai, le président Soglo l'avait déjà initié, mais lui, le chef d'État Patrice Talon, l'a amélioré. Et avant, on avait un seul jour. Maintenant, on a jusqu'à 4 jours pour célébrer les régions endogènes. C'est avec joie que nous l'avons accueilli. Nous remercions également les membres de la session communale de l'Okossa de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont organisé cette célébration avec nous. C'est la première fois que ça se passe. Nous sommes vraiment contents et nous prions pour le chef d'État. Les Vodou Days sont une noble vision gouvernementale
pour positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan. Le dialogue interreligieux est un moyen de promotion de la tolérance et de la paix. Illustration à travers ce reportage de Évariste Osmaon et Samira Tchabimani. Depuis le temps de nos ancêtres, nos parents ont pris toutes les dispositions pour vivre dans la paix et l'harmonie avec les pratiquants des religions dites importées. Le vaudou est né avec la terre. Le vaudou était là avant l'arrivée des autres religions. Sinon, c'est un seul Dieu que nous adorons. Nous sommes toujours ensemble. Ces anciens avaient accueilli les porteurs des idées, c'est-à-dire prônées par Jésus. Ils ont accueilli aussi l'islam. Il faut dire que dès longtemps, il y a eu ce dialogue-là interreligieux. Aujourd'hui encore, se vivre ensemble a droit de citer et se remarque partout au Bénin à travers diverses assistances entre les religions présentes. Le vaudou, c'est l'amour et la paix. Bon, le vaudou ne chasse pas son second. Par exemple, aller à Ouida, tu vas voir directement et temple de Python et basilique. Moi-même qui suis là aujourd'hui, j'ai ma parcelle à Tiémé que j'ai donné aux chrétiens apostoliques pour les prières. Nous tous, on prie pour Dieu seul. Dans le Coran, le chapitre 2, Bakor ou la vache, précisément au verset 256, il y a le verset qui dit La ikoroha fidin, nulle contrainte dans la religion. Alors, ça déjà nous motive à aller vers les autres religions, à cultiver la paix. Et puis, c'est en cultivant cette paix que nous allons pouvoir collaborer. Le Bénin reste et demeure cette terre d'amour et de paix où le gouvernement apporte son soutien à toutes les confessions religieuses. Et vous allez constater que ce qui est fait aujourd'hui par rapport au Vaudou Day, le gouvernement a mis surtout l'accent sur l'aspect culturel, sur le tourisme religieux. Par exemple, nous voulons organiser un pèlerinage à Dassa. Le gouvernement est aussi là, présent, et contribue à sa manière à la réussite de l'événement. Vous allez voir ce qui se passe à Sémé avec les Célestes, avec les autres formes de religion. C'est comme cela, c'est-à-dire la paix entre les religions qui sont venues d'ailleurs, les cultes endogènes qui étaient déjà là. Si les Vaudou Days mettent beaucoup plus l'accent sur l'aspect culturel et touristique, il n'en demeure pas moins que le regard de bon nombre de personnes sur nos religions traditionnelles change de manière positive. Et voici la virgule sportive de cette édition. Un focus sur la coopération entre la Chine et le Bénin. Au Bénin, la Chine a mené plusieurs actions pour la promotion des arts martiaux, notamment le Wushu. Voici à ce sujet le reportage de Blaise Adampo, premier prix du concours sino-béninois 2024. Voici un des symboles de l'amitié sino-béninoise. Le stade général Mathieu Kérékou, autrefois connu sous le nom de Stade de l'Amitié. Cette infrastructure sportive omnisport construite par la Chine a permis aux différents athlètes de faire éclore leur talent sportif dans plusieurs disciplines, football, handball, volleyball et bien d'autres. Cette amitié entre les deux pays sera accentuée avec l'arrivée des arts martiaux chinois, le Wushu et le Kung Fu, dans les années 90. Le Wushu, littéralement, veut dire exactement art martiaux chinois. Ça provient de la culture chinoise. Au fil du temps, les pratiquants de ces deux disciplines se sont multipliés. La motivation est puisée des films chinois avec un grand acteur, Jet Li. Ce partenariat nous apporte beaucoup. Je me rappelle lors de la participation du Bénin au championnat du monde de Wushu, c'était à Shanghai en 2019, où je devais représenter la fédération béninoise de Wushu. Mais les autorités chinoises sur le terrain m'ont tellement facilité la tâche, j'ai obtenu mon visa en un brin de temps. Et en plus de ça, à chaque fois que nous avons un championnat national, le centre culturel chinois répond toujours présent. Ils mettent à notre disposition du matériel pour que nos compétitions se déroulent à bon escient. Cet appui passe aussi par des bourses de formation ou des stages dans des temples Shaolin en Chine. La dernière en date remonte à fin 2023 au temple de Yan'an.
Une excellente occasion pour les pratiquants béninois de faire une immersion dans les réalités du wushu aux côtés des sachants. Par ces bourses, nous apprenons ce qui se passe, les réalités de la Chine. Et ça nous permet aussi de se mettre au pas et d'encadrer également nos élèves sur notre tapis, ainsi que nos collègues qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'effectuer ce voyage. C'est grâce au partenariat sino-béninois que j'ai bénéficié de plusieurs bourses, que je suis allé en Chine, je suis revenu, ils m'ont pris en tant qu'entraîneur au centre et j'exerce depuis plusieurs années. Humblement, je voudrais demander aux autorités d'offrir les conditions, un temps soit peu, à quand même un certain nombre de jeunes pour aller séjourner en Chine, et mieux préparer les Jeux olympiques de la jeunesse que Dakar organise afin d'hisser très haut la culture chinoise à cette compétition, puisque c'est pour la première fois le wushu serait un sport olympique. Ça s'est passé en démonstration en 2008 à Beijing, mais c'est pour la première fois ça sera un sport olympique et le Bénin il se prépare à y participer. Le wushu n'est pas seulement un art de self-défense efficace, c'est aussi un art de vie, une philosophie, un moyen d'épanouissement. Il favorise le développement du potentiel physique et mental, des éléments caractéristiques du peuple chinois, et cela inspire bien le peuple béninois, en particulier les pratiquants du wushu. Les actions de la Chine à l'endroit du Bénin ne se limitent pas au wushu dans le sport. Les disciplines comme le tennis de table, le badminton et le kung-fu en sont aussi bénéficiaires. Ainsi s'achève ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous, Marcel Arrossi. On reste tout de même avec vous pour découvrir à présent l'actualité telle que vue par les journaux et les sites d'information crédibles. C'est bien, évidemment, la revue des titres. Marcel, à la une, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On démarre avec Gaskiani Info. Gaskiani Info qui revient essentiellement avec beaucoup d'autres quotidiens sur les échos des Vodun Days. Vodun Days 2025, le Bénin était en effervescence. Ouida aux couleurs des traditions ancestrales. Une célébration avec faste à Hueyogbe, constate Gaskiani Info. Attaque djihadiste à l'extrême nord du Bénin. Les visées des terroristes. Dossier à retrouver dans la parution du jour du quotidien Gaskiani Info. Bénin intelligent, Vodun Days 2025, triomphe inattendu et éclat culturel. Boboué, la révélation, l'année sous le signe Fou Yekou. Les étrangers sous le charme du Vaudou et du Bénin. Le Télégramme, attaque terroriste du 8 janvier 2025. L'église protestante méthodiste du Bénin compatit et fait un appel à l'unité nationale. Nord-Sud quotidien, Vaudou, les préjugés déconstruits à Ouida. Le Matinal, attaque terroriste, accident, incendie et divers drames en début d'année. Le Bénin debout malgré tout, selon le Matinal. Deuxième édition ou première grande édition des Vodun Days, une réussite étincelante, temps fort des festivités et impression de participants. Aujourd'hui, dans la parution du quotidien Le Matinal. Fraternité à présent, Vodun Days, les 9, 10 et 11 janvier 2025 à Ouida. Immersion dans la tradition et la spiritualité. Attaque terroriste au nord du Bénin, des soldats tués, la CEDEAO condamne la nation. Vodun Days, retour sur 3 jours intenses et riches en couleurs. Bénin Tofa 2025, le signe Fou Bidiekou, révélé le sens de la consultation à découvrir dans la parution du jour du quotidien du service public. L'événement précis, fête des religions traditionnelles, Vodun Days 2025, l'apothéose à Ouida, Talon et Soglo, présent. Plusieurs personnalités témoins des grands moments. Une immense arène de spectacle inaugurée à Ouida, concert de musique moderne et traditionnelle, de l'ambiance culturelle
tous azimuts. Le potentiel attaque des individus armés non identifiés au point triple le 8 janvier 2025. Le Bénin pleure ses soldats tombés à Banikwara. Le commandement militaire remobilise les troupes. Avalanche de réaction de soutien des politiques, religieux et syndicats. La colonne de terroristes responsables de l'attaque neutralisée en grande partie par l'armée burkinabé. Les condoléances du quotidien, le potentiel à la nation et aux familles des vaillants soldats tombés. Les Diakwata à présent, élection générale de 2026, les évêques lancent un appel à la décrispation de l'atmosphère politique, audit du fichier électoral. Le comité de pilotage installé, Jean-Baptiste Elias, élu président, lance un appel à la mouvance. L'économiste du Bénin, intégration en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, célèbre 31 ans de stabilité économique et de cohésion régionale. Abdoulaye Diop, admiratif des progrès socio-économiques. Croissance économique, le Bénin dans le top 20 mondial du Fonds monétaire international. Wakat Sira, Tchad, entre législatives contestées et course contre la montre pour les soldats français. N'Djamena, l'ange est passé ce samedi avec des nouvelles pas du tout bonnes pour certains et satisfaisantes pour d'autres. Ainsi pourrait-on résumer la proclamation provisoire des résultats des élections législatives au pays de Déby. Le pays, victoire du MPS aux législatives tchadiennes et départ des soldats français d'Abèche, le ciel est désormais dégagé pour Déby fils. Ce sera tout pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci Marcel, on se retrouve donc en fin d'émission pour la revue de presse, ce sera avec la cour de 8h50, 8h55 minutes sur Bénin Télévision et sur la matinale 5 sur 7 matin. On va prendre une pause et retrouver Patrick Djossou, ce sera pour sa chronique. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'écrivain béninois ou togolais Félix Kouchoro. On aura l'occasion de vous en dire un peu plus sur lui. À tout de suite. « 5 sur 7 matin, bienvenue, si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Écrivain béninois ou togolais, eh bien, pendant longtemps, la nationalité de Félix Kouchoro a été sujette à débat. Celui qui fait partie des pionniers de la littérature négro-africaine d'expression française a publié en 1929 L'Esclave, un des romans fondateurs de la littérature africaine. Patrick Djossou, vous lui consacrez aujourd'hui votre chronique. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Herman Rodrigue Amégan. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour un petit bond dans l'histoire. Oui, comme toujours. Un petit bond dans l'histoire, oui. À présent, le passé. À présent, le passé, aujourd'hui, nous allons vers un passé qui nous interpelle parce que c'est un passé qui veut recadrer, que nous voulons qu'il recadre une nationalité. Est-ce qu'il est togolais, est-ce qu'il est béninois? De toute façon, il est africain. Il est africain et on est avec un Africain, un africaniste, avec quelqu'un qui a pris tout le temps pour étudier tous les ouvrages de la littérature négro-africaine. Et justement, le professeur Adrien Wanou, professeur émérite, a écrit un ouvrage, un essai sur L'Esclave, roman de Félix Kouchoro, avec en annexe dimension historique de la question des littératures nationales d'Afrique. Voilà le titre de votre ouvrage. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, Félix Kouchoro, qui est-il? Togolais? Béninois? Qu'est-ce qu'il faut retenir? La question est bizarre. Hein? Félix Kouchoro, il est d'abord lui-même. D'accord. Il est un écrivain. Oui. Il est le père au singulier de la littérature béninoise d'écriture française, oui. Puisque L'Esclave, son premier roman, est le roman fondateur de cette littérature. Super. Voilà ce qu'il est. Donc, premier romancier béninois. Il a eu ceci de particulier qu'il a été le premier feuilletoniste de notre littérature. D'accord. De la littérature béninoise, de la littérature togolaise. Félix Kouchoro a eu aussi
de particulier qu'il est né au Dahomey en 1900 et qu'il est mort au Togo en 1968. Plus connu du public togolais que du public béninois, parce que s'il a été feuilletoniste, il a été surtout au Togo. C'est au Togo qu'il a publié une vingtaine de romans feuilletons dans leur quotidien national Togo Presse. De 1962 à peu près à 1968. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il est resté un peu plus longtemps au Togo qu'il est considéré comme Togolais? Vous l'avez dit, il est né au Bénin, précisément à Ouida. C'est bizarre, c'est une coïncidence. Il est né à Ouida le 30 janvier 1900. D'accord? Et il est mort au Togo le 5 avril 1968. Est-ce que c'est parce qu'il a passé une partie de sa vie? Le sort de Félix Kouchoro ressemble un peu à celui de Louis Roncarin. Kouchoro est donc né dahoméen. Il a vécu comme un dahoméen, mais comme Louis Roncarin, un peu comme Paul Razoumer aussi, il s'est mêlé des affaires qui le concernaient. Il s'est mêlé de politique. Il a publié un journal qui s'est d'abord appelé l'Éveil togolais, puis après l'Éveil Dao togolais. Un journal donc qui visait à susciter la conscience, la prise de conscience chez les colonisés du Togo et du Dahomey, qui visait à mettre en évidence, à dénoncer donc les méfaits de la colonisation. Cela lui a valu d'être exilé au Togo à partir de 1939. Donc malgré lui, il est allé au Togo, on l'a exilé là-bas. Quand on voit tout cela aujourd'hui avec nos yeux actuels, les frontières qui existent maintenant, République du Togo, République du Bénin, on croit que c'est quelque chose de terrible qui s'est passé. 1939, le Dahomey, colonie française, le Togo, colonie française, on passait d'un pays à l'autre sans aucun problème. Donc c'est dans ces conditions-là où il n'y avait pas véritablement de frontières, je veux dire, au sens politique et juridique, que Félix Kouchoro a été éloigné parce qu'il était agité, comme on dit aujourd'hui. Donc il s'est donc retrouvé au Togo. Bon, il est devenu togolais parce que l'indépendance l'a surpris au Togo. D'accord. Voilà. Il est devenu togolais parce que l'indépendance l'a surpris au Togo. Voilà. Et parce que, j'ai dit, il était plus connu du public togolais, des lecteurs de Togo Presse. Voilà. Il n'est pas connu vraiment au Bénin. D'accord. Donc, on remet déjà les pendules à l'heure. Oui, voilà. Il est dahoméen, il est béninois. Il est dahoméen, il est né dahoméen, il demeure dahoméen, mais bon, il a vécu au Togo. J'ai l'impression que si, en 1960, le Togo pouvait se prévaloir de tous les noms qu'on avait ici au Dahomey déjà, Félix Kouchoro, Paul Razoumer, Maximilien Possi-Berry, Kenom et d'autres, les Togolais ne se seraient pas préoccupés d'avoir Félix Kouchoro comme écrivain. Bon, il était là, bon, ça tombait bien, il permettait en quelque sorte de combler un vide. Voilà. Alors, dans les revues, dans les documents scientifiques sur la littérature négro-africaine d'expression française, Kouchoro est-il répertorié comme béninois ou togolais? J'ai participé,
je crois en 1993, en France, à la rédaction d'un ouvrage de littérature pour l'Afrique de l'Ouest. Je crois le titre c'est Littérature francophone d'Afrique de l'Ouest, anthologie. Oui. L'agence internationale de la francophonie avait invité des spécialistes d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. On a invité pour chaque pays le spécialiste. D'accord. Je me trouvais là-bas. Il y avait un Togolais qui était là-bas aussi, qui avait apporté de la documentation parce qu'il s'agissait d'écrire pour chaque pays d'abord une introduction générale, une introduction historique et littéraire à la fois. Après, dégager l'écrivain phare du pays et produire des textes. Il fallait produire des textes, donc chacun partit de chez lui avec des textes, des extraits, des ouvrages les plus importants des écrivains majeurs. Oui. Et on s'est donc retrouvé là-bas. Le Togolais était arrivé avec de la documentation sur les écrivains du Togo, dont Félix Kouchoro en première ligne. Moi, j'étais parti aussi avec de la documentation. Dans la documentation, Félix Kouchoro n'occupait pas la première place, parce que s'il est l'écrivain dont le premier roman est fondateur de notre littérature, il n'est pas le plus connu. Oui. Bon, ça, c'est des raisons historiques dont il n'est pas nécessaire de parler ici. D'accord. Le collègue togolais qui était donc venu avec de la documentation pour présenter la littérature de son pays, m'a approché, m'a dit cher ami, cher doyen, bon, Félix Kouchoro, on fait quoi? Bon, moi, j'ai apporté de la documentation sur lui. Moi, j'avais de la documentation qui débordait. J'ai dit, on fait quoi, Félix Kouchoro? Bon, on s'est regardé, on a travaillé quand même la nuit ensemble. Et finalement, bon, Félix Kouchoro a été classé dans la partie Togo. D'accord. Donc, on peut dire que c'est cette nuit-là que la nationalité littéraire de Félix Kouchoro a été décidée. Donc, moi, j'avais déjà lu des articles sur Félix Kouchoro. Et il m'est arrivé de publier dans une revue française qui n'existe plus un article. J'ai envoyé un article sur Félix Kouchoro et un autre sur Richard Adoubé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'article publié avait pour titre deux écrivains béninois. Richard Adoubé, Félix Kouchoro. Bon, c'est parti. Ça devait se faire déjà. On était, je crois, en 1975-1976. D'accord. Et je suis allé m'installer à Paris en 1977 pour 2 ans. Et là, j'ai rencontré un Togolais qui m'a abordé vivement. Chers collègues, vous avez fait quelque chose que nous n'aimons pas au Togo. J'ai dit, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, on vient de lire un article dans lequel vous dites que Félix Kouchoro est un écrivain béninois. C'est pas possible. J'ai dit, Balaté, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a dit, voilà, il a vécu chez nous, ses enfants sont nés chez nous, et ainsi de suite. J'ai dit, bon, d'accord. Togolais et Dahomey. Est-ce qu'il est né au Dahomey, chers collègues? Vous connaissez sa biographie? Oui, il est né au Dahomey. Il a vécu au Dahomey. Il a commencé à publier. Il était où quand il a commencé à publier? Il a commencé à publier quand il était encore au Dahomey. Vous connaissez bien. Bon, quel est le problème?
La double nationalité existe dans les textes juridiques africains. Bon, disons qu'il est Dao togolais et puis on n'en parle plus. Bon, voilà, moi j'ai pris ça de cette façon-là. Félix Kouchoro demeure un écrivain dahoméen. Bon, si on dit qu'il est écrivain togolais aussi, bon, je ne vois aucun mal. Oui. Alors, pour pouvoir attester, enfin, pour certifier qu'il est dahoméen ou béninois, et les 3 premiers ouvrages ont été écrits au Dahomey. Ont été écrits, oui, il était encore ici. S'il n'y avait pas eu, disons, bon, j'allais dire cet incident, s'il faut dire incident, son exil, oui. Bon, parce que c'était un intellectuel, ce qu'on appelle un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui disait ce qu'il pensait de l'actualité politique. Bon, cela lui a valu cet exil-là, ce qui est arrivé, voilà, c'est tout. Sinon, l'esclave, en 1929, c'était au Bénin. Oui, bien sûr. Oui, le deuxième ouvrage... Amour de féticheuse. Oui, Amour de féticheuse. Il était toujours Dahomey, c'est ce que j'ai écrit. Oui, et c'est écrit à Ouida. Oui, voilà. Et puis, Drame d'amour à Anécho. Oui. Ça a été publié aussi à Ouida. Ça a été publié, voilà, c'est ça. Donc, sa nationalité dahoméenne, donc béninoise, ne pose aucun problème pour moi. Oui. Et il a fallu, comme vous l'avez dit, qu'il aille au Togo. Bon, alors, s'il faut capitaliser tout ce qu'il a écrit, sur le plan littéraire, son engagement, est-ce qu'on a pu avoir l'engagement à travers ces 4 ouvrages? Engagement politique, est-ce qu'on a pu sentir ça à travers l'ouvrage? Félix Kouchoro, bon, ça, la question s'est posée il y a quelques jours lorsque nous étions à la journée d'hommage à Olympe Belikono, vous étiez aussi. Oui, oui. Le contenu des ouvrages de Félix Kouchoro, depuis le premier, L'esclave, donc publié sous forme de livre sans aucun problème, oui. Jusqu'au dernier feuilleton. Kouchoro est le romancier de la passion. Le romancier de la passion. Le romancier de la passion. Alors, passion, ça veut dire les sentiments, les états d'âme des personnages, je veux dire l'amour, bien évidemment, la jalousie, la haine, l'orgueil et tous ces sentiments, tous ces états d'âme qui agitent le cœur de l'homme, qui constituent les mobiles de ses actions et qui donc constituent les mobiles des actions des personnages dans l'univers diégétique de Félix Kouchoro. Je peux dire du début jusqu'à la fin. C'est d'abord ce qu'il est. Oui. D'accord. Romancier de la passion. Voilà, romancier de la passion. Ce qu'on a dit pour l'un Belikono commençant, dans ses premiers livres, Félix Kouchoro avait présenté une certaine vision de la colonisation, qui était donc favorable à la colonisation. Pas seulement favorable à la colonisation, mais une vision porteuse d'une certaine morale chrétienne. Félix Kouchoro est un ancien séminariste. Ah, il faut le préciser. Oui. Donc, un ancien séminariste. Un ancien séminariste, donc chrétien catholique d'abord. L'un de ses neveux, il n'est plus tout. L'ancien curé de bon pasteur Théophane Rouchenou, le père Théophane Rouchenou, est le neveu de Félix Kouchoro. Ah, d'accord. Donc, sa famille était chrétienne catholique. Il est allé au séminaire pour devenir prêtre. Il n'est pas devenu prêtre, mais il a été marqué par cette morale chrétienne, catholique, et on la trouve dans l'esclave, dans Amour de féticheuse aussi. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il fallait démontrer que, enfin, une féticheuse, bon, on ne va pas parler de tout le contenu des ouvrages. Voilà, c'est ça. Mais lorsqu'on voit le dernier ouvrage,
enfin, paru au Togo. Est-ce qu'il y a eu toujours le même engouement, les mêmes rapports avec l'amour, avec la passion? La passion est toujours présente dans les romans de Félix Kouchouro, de l'esclave jusqu'au dernier feuilleton, qui est paru en 1968. Oui, l'héritage. Il est vraiment l'écrivain, le romancier de la passion. Il décrit la passion, il décrit surtout les ravages de la passion. L'esclave, bon, on peut parler de l'esclave puisque le roman est resté au programme du secondaire ici. Je crois la première fois c'était en seconde pendant longtemps. C'est un roman, bon, c'est le seul roman que les Béninois connaissent vraiment. Oui. L'esclave, c'est l'amour, l'inceste qui conduit à la jalousie, à la haine et à la mort. Voilà. C'est ce qu'il décrit. Il présente les ravages de la passion, de l'amour, de la jalousie, de la haine, pour aller au-delà et moraliser. C'est-à-dire le chrétien catholique, le prêtre raté est présent pour dire « faites le bien, ne faites pas le mal ». Je peux résumer comme ça. Voilà. C'est ça, Félix Kouchouro. Oui. Et après, l'héritage d'une peste, c'est toujours la même chose? La même chose, évidemment, oui. Si l'héritage est qualifié de peste, c'est parce que justement, l'héritage a conduit à des conflits, a conduit au mal. D'accord. 68 ans de vie. Et s'il faut résumer ces 68 ans, ces 68 années de vie d'Ao togolaise, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Félix Kouchouro? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce qu'on pourrait dire, c'est que Félix Kouchouro a été un écrivain très fécond. Oui. J'ai dit, c'est le premier feuilletoniste Dahomey. Oui. Voilà. L'esclave, Amour de féticheuse, Drame d'amour à Néchaud, plus 17 romans feuilletons, en 1968 déjà c'était lourd. Oui. C'est vraiment un patrimoine littéraire important qui nous a laissé et que nous devrions chercher à connaître avec nous, c'est-à-dire les chercheurs, pour mettre peut-être cela à la disposition du lecteur ordinaire. D'accord. Car aujourd'hui, pour lire ces feuilletons, il faut aller au Togo, pour aller à Lomé. C'est ce que j'ai fait en 1975, je crois. Je suis allé passer 2 semaines à Lomé et tous les matins, j'allais dans une bibliothèque qui était quelque part là-bas où justement on avait archivé tous ces feuilletons. Donc, c'est là-bas que je les ai lus. Donc, c'est ça que je retiens, très fécond. Oui. C'est important. Hein? Est-ce que ça a été édité par la suite? Non, les feuilletons sont demeurés des feuilletons. Donc, il a repris l'esclave en feuilleton. Même l'esclave a été repris en feuilleton. C'est ce qu'on peut dire. Mais non, les feuilletons sont demeurés des feuilletons. Donc, connus seulement des chercheurs. D'accord. Il y a de la matière à exploiter là. Comment peut-on le faire aujourd'hui? Je ne sais pas. D'accord. Donc, toute personne qui veut faire des recherches sur Félix Kouchouro, et surtout sur ses feuilletons, doit retourner au Togo, doit partir au Togo. Dans l'état actuel des choses, je crois qu'il est nécessaire d'aller là-bas. D'accord. Et toute sa famille étant là-bas, personne ici ne peut s'engager à faire éditer au Bénin, certainement pas. Ça, je ne dis pas que personne ne peut s'engager. Non, il faut trouver. D'abord, il faut retrouver les textes. Ah, d'accord. Il faut commencer par là. Oui. Il faut retrouver les textes. Et une fois qu'on a les textes, négocier avec ses ayants droit pour étudier les contours d'une publication avec un éditeur. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Je crois qu'on a eu notre cours
d'histoire et de littérature en même temps. Absolument. Félix Kouchoro. Et on retient qu'il est dahoméen. Oui. D'accord. Voilà. Il est dahoméen ou béninois si vous, voilà, si vous voulez. Oui. Et qu'une nuit, on a aussi décidé de sa nationalité littéraire. Non, on n'a pas décidé, non. Il y a eu un arrangement. Un arrangement. Un gentleman agreement. Pour écrire un ouvrage, parce qu'on ne pouvait pas le positionner 2 fois dans le même ouvrage, au Togo et au Dahomey, au Bénin. Puis on était en 1994. Oui, et donc, bon, on l'a positionné au Togo. Ça ne change rien à sa nationalité béninoise et surtout à son héritage littéraire qui est important. Oui. Absolument. Félix Kouchoro, dont on ne cessera jamais de parler, parce que son roman L'Esclave, publié en 1929, fait partie des romans fondateurs de la littérature négro-africaine. Oui, c'est le roman fondateur. Le roman fondateur, si vous voulez, de la littérature négro-africaine d'expression française. Oui. Il y a eu, avant, les 3 volontés de Malik, je ne sais pas si on va classer ça par ma fait. Sur le plan de l'Afrique francophone, c'est le 3e roman, si on peut dire. D'accord. Oui, voilà. Les 3 volontés de Malik, force, bonté et l'esclave. Et l'esclave de Félix. Sur le plan dahoméen, c'est lui. C'est lui, très bien. Merci Patrick. Oui, merci Rodrigue Gaimon. Et ça fait plaisir que les cours de lettres modernes soient demeurés. Bien sûr, on n'apprend pas pour oublier, Patrick. Même si aujourd'hui on s'intéresse moins ou du moins, enfin ça fait moins partie des préoccupations du quotidien, parce qu'il y a les reportages, les émissions à préparer. On continue quand même de garder intacte la flamme de la littérature qui nous animait. Oui, une flamme qu'on ne saurait éteindre, parce qu'on a des soleils avec nous. Non, qu'on ne saurait éteindre parce que la littérature fait partie de la culture. Et que la culture, nous en avons besoin, elle nous nourrit tous les jours. Ah, voilà. Oui. Très bien, voilà qui est dit. Il n'y aura pas. Tous les jours. Ça, vous êtes toujours dans votre tunique Vaudon Déis. C'était bien, oui, n'est-ce pas, Patrick? C'était bien. Vous avez eu le temps de sillonner les temples, de faire de très bons reportages que vous avez mis à disposition. Vous prendrez bien volontiers un billet retour? Oui. Bien volontiers. Oui, bien. Mais il va falloir attendre l'année prochaine. Mais en attendant l'année prochaine, il y a bien une émission qu'on doit terminer aujourd'hui. Et il y a le forum de discussion qui nous attend. On parle d'un sujet malheureusement moins gai. On parle de nos soldats qui sont tombés au front dans le septentrion, dans le nord du Bénin, sur le front anti-terroriste. On aura l'occasion avec des experts de vous en dire un peu plus. Ce sera donc tout à l'heure dans le forum de discussion. Le temps pour nous donc de conclure ce plateau et de nous retrouver dans un peu plus de 2 minutes, le temps de faire passer une courte pause. À tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse à ce carnage dans le nord Bénin sur le front antiterroriste. Plusieurs soldats sont tombés sous les balles meurtriers de l'ennemi dans la zone du Point Triple, une région située entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Pas encore de bilan officiel établi, mais plusieurs sources renseignent un peu moins ou un peu plus d'une trentaine de morts, de quoi susciter émoi, colère, révolte et inquiétude. Jamais le Bénin n'a enregistré autant de pertes au cours d'une attaque et surtout depuis le déploiement de l'opération Mirador lancée en 2022. Le pays pleure ses fils tombés en défendant la patrie. Plus que jamais, la question de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme refait surface et nous ici, nous en parlons. Avec moi en plateau, Dr Francis Eloge Attadé, expert en gouvernance, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Bien, le plaisir partagé. En face de vous ce matin, Dr Abdelaziz Moussi, socio-anthropologue, expert en prévention des conflits, radicalisation et extrémisme violent. Vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Parakou et au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques
social et le développement local. Vous êtes spécialiste des questions d'économie criminelle, donc de radicalisation et d'extrémisme violent. Vous avez coordonné plusieurs projets sur les dialogues communautaires, la résilience et la prévention de l'extrémisme violent. Vous avez également conduit plusieurs travaux de recherche sur cette thématique au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, puisque vous connaissez absolument, vous maîtrisez la région où a eu lieu cette attaque. Vous aurez le temps de nous en parler. Mais d'abord, Francis, il faut quand même condamner avec fermeté et beaucoup de vigueur cette attaque terroriste survenue dans le nord de notre pays. Il faut déjà commencer par présenter les condoléances en fait, aux familles éplorées et surtout à la nation béninoise. Vous connaissez avec moi que le contexte est bien connu. Il y a 3 éléments de contexte. Le premier, c'est qu'il y a une progression de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Et ça gagne les pays côtiers comme le Bénin. Il y a que le Bénin est quand même une zone stratégique dans la région. De par sa position sécuritaire, pour le Bénin est une zone stratégique. Et puis troisièmement, vous savez que le contexte de l'événement, c'est le contexte des Vodou Days. Vous savez que de plus en plus, en fait, beaucoup de pays misent sur le tourisme religieux, parce que même les pays qui sont bénéficiaires des rentes pétrolières ou gazières sont en train d'envisager des solutions pour l'avenir, au cas où ils viendraient à l'épuisement des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, le Vodou Days, en fait, est une filière qui peut alimenter le but national. Puisque quand on voit les grouilles des bois de coton, on ne peut pas compter tout le temps sur le coton. Et la frappe est intervenue dans un contexte où le Bénin préparait les Vodou Days, 2e édition. Première édition. L'édition de l'année dernière était expérimentale. Mais oui, ben écoutez, c'est quand même une édition tout de même. Du moins, selon les organisateurs. Donc, c'est un narratif voulu par les organisateurs. L'édition de l'année 2024 était expérimentale. 2025, c'est la première édition à proprement parler. Oui, là, c'est parce que je crois que les coquilles ont été corrigées. Je me réjouis évidemment de tout ce qui a été fait, puisque je vous ai vu aussi à l'œuvre. Et j'ai davantage heureux de voir que vous avez porté un reportage sur le Tolegba, avec son phallus en élection. Or, le Tolegba joue un grand rôle dans la protection des cités. Absolument. En général, on trouve le Tolegba à la lisière des villages. Et ça permet de contrer les menaces. Je crois que en abordant cette thématique, nous allons afrocentrer la réflexion sur la question de la protection, puisque vous savez qu'en fait, cette menace, ce n'est pas une menace d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas évident que cela finisse. Parce que qui sont ceux qui alimentent ces terroristes? Le Bénin, c'est la première fois que nous avons enregistré des pertes énormes, en dépit des dynamiques régionales et sous-régionales. Vous avez vu évidemment qu'en 2022, il y a eu 2 initiatives. Vous avez eu l'initiative d'Accra, le 22 novembre 2022, qui recoupait peut-être que le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina. Et il y a eu même l'élargissement, parce que peut-être que le Royaume-Uni, le Nigeria, l'Algérie étaient prêts à nous accompagner dans cette lutte. Et puis, je crois, le 4 décembre, à l'occasion du 62e sommet de la CEDEAO, il y a eu aussi une initiative pour mettre en place une force régionale. Parce qu'il y avait une force conjointe qui était en fait en gestation au niveau de l'initiative d'Accra. Ça va être 2 forces, en fait, pour qu'au plan régional, on puisse contrer la menace terroriste. Mais malgré ça, il y a eu des priorités nationales. Dans le bilatéral et dans le multilatéral, il y a eu des démarches qui ont été menées. Le Bénin a connu la première, je crois, attaque en 2019. Non, de 2021, déjà. En fait, pour les chiffres réels. Alors, la première attaque officielle, la première attaque vraiment terroriste officiellement reconnue au Bénin, c'est l'attaque avec l'enlèvement du guide Fiacre Gbedji, avec des expatriés qui ont été finalement retrouvés, mais malheureusement, le guide est décédé. Mais oui, mais écoutez, en 2022, lorsque le Bénin a mis en place l'opération Mirador, pour contrer l'attaque, en fait, quel était l'objectif stratégique de l'opération Mirador? C'était en fait neutraliser la menace, protéger les populations, mais aussi assurer la sécurité des zones frontalières. Parce que la spécificité, c'est les zones frontalières, notamment du nord. Je vais citer par exemple la Lébori et la Takora. Ce sont des zones qui sont exposées à la menace terroriste. Or, on ne peut réussir cette lutte que dans une approche multilatéral. D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure sur comment faire face efficacement à la menace terroriste. Mais avant, docteur Moussi, on va voir sur cette carte, là où se situe le point triple dans le septentrion. C'est une région, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, située entre le Bénin, c'est la partie donc en rouge sur la carte, une région située entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette zone, docteur Moussi? Merci beaucoup, monsieur le
journalistes, et je voudrais faire comme mon collègue, présenter vraiment mes condoléances à toute la nation béninoise, et de manière générale et de manière spécifique à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants dans ce drame-là. Alors, pour répondre à votre préoccupation, effectivement, l'attaque a eu lieu à ce point-là, qui est un point assez stratégique. Je rappelle que c'est la deuxième fois que ce point a été déjà attaqué. La première attaque en 2021, c'était justement à ce point-là. Et donc, c'est un point qui constitue justement une entrée stratégique pour les groupes extrémistes violents qui sévissent donc dans cette région. D'autant plus que c'est un point qui fait le ralliement entre les trois pays. Et donc, facilement, les groupes armés arrivent à pénétrer sur le territoire à ce point. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement béninois a mis en place ce dispositif parce que c'est le chemin le plus facile pour rentrer. Quand vous voyez un peu la carte du Bénin, vous voyez, c'est le creux. C'est le chemin le plus facile pour entrer sur le territoire du Bénin. Et donc, c'est un espace qui est véritablement convoité. Mais c'est un espace qui a beaucoup d'enjeux parce que déjà, vous avez le fleuve qui est là et c'est un point de recoupement. Donc, on passe par le fleuve et puis on fait entrer, donc, on rentre sur le territoire béninois. Mais c'est un point aussi qui, de mon point de vue, permet de traverser très facilement parce que c'est vrai que toute la zone est boisée et la circulation n'est pas toujours aisée, mais à ce point particulier, vous avez déjà un campement forestier qui était déjà là depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce campement qui a été occupé par l'armée en termes de position, donc c'est pas une base comme les autres bases opérationnelles avancées que l'État a construites pêle-mêle dans cette région-là. Ce site existait déjà, était déjà occupé par donc, les agents des eaux et forêts pour pouvoir surveiller justement cet espace-là. Malheureusement, depuis les années 2015-2016, les gouvernements des autres pays, notamment le Burkina Faso, le Niger, ont déserté cette zone compte tenu donc de cette menace-là. Donc, c'était resté une zone non occupée. Et donc, les groupes extrémistes violents avaient déjà l'habitude d'entrer par cette porte-là pour pouvoir donc prendre contact avec les populations locales dans ces zones. Donc, c'est une zone de passage traditionnelle pour ces groupes-là depuis les années 2015-2016. Et aujourd'hui que le gouvernement a occupé ce passage-là, naturellement, ça devient un enjeu pour ces groupes-là pour pouvoir dégager l'armée de cette position-là. Et ce qui fait que malheureusement, à chaque fois, on a des attaques à cette position. Je dirais aussi que c'est la position la plus gardée de l'armée béninoise parce qu'il y a quand même, vous voyez, l'effectif de soldats que nous avons perdu. C'est une des rares bases qui ont autant d'effectifs au niveau donc de ces différentes positions-là. Et donc, ça montre quand même qu'il y a eu du courage par rapport à ces groupes-là qui ont vraiment osé pour attaquer cette position parce que c'est l'une des positions aussi les plus équipées en termes de matériel de combat, etc. Donc, en plus, c'est en plein jour que ça a été fait. Donc ça montre quand même qu'il y a une audace que l'on peut constater au niveau de ces groupes-là. Et cette audace-là, on a commencé par noter ça depuis la mi-2024, où on a vu autrefois, on connaissait des attaques à partir de 2h du matin, 3h du matin, mais à partir de la mode opératoire assez particulier, on venait, on incendiait les commissariats. Exactement. Mais là, c'est des affrontements et en plein jour, ça montre quand même que les stratégies ont changé aussi au niveau de ces groupes-là. Et ce n'est pas la première fois qu'on a eu des attaques en plein jour. On a eu des attaques sur le corridor Kandi-Malanville en plein jour, où on a attaqué des convois militaires, etc. Donc ça montre quand même qu'il y a une progression. Mon collègue disait tout à l'heure que c'était à la frontière, mais de plus en plus, on constate quand même qu'il y a des attaques à l'intérieur du pays. On n'est plus forcément dans les zones périphériques au niveau des frontières, parce qu'il y a des attaques en 2024, il y a eu des attaques à plus de 100 km donc, de la frontière. Ça montre quand même que le phénomène prend de l'ampleur et ces groupes-là essayent d'évoluer progressivement vers l'intérieur du pays. Alors, Francis Olo-Jatadé, l'attaque a très vite été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est quand même un groupe bien connu puisqu'il est issu de la fusion de plusieurs groupes terroristes.
C'est la première fois qu'il y a eu cette revendication. Et vous voyez que en fait, vous faites bien de poser le problème réel. Parce que en fait, dans le dispositif de sécurité, il y a ce qu'on appelle la sentinelle, ce qui permet d'avoir l'alerte précoce. Comment est-ce que ça peut se passer en plein jour pour que nos hommes soient surpris? On peut se réjouir évidemment des efforts qui ont été faits. Il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits. Parce que en déployant le matériel, en déployant le personnel et en misant sur la coopération internationale, le Bénin a réussi à contenir un peu la menace. Et on peut s'en réjouir. En témoigne le discours présenté par le chef d'État à la représentation nationale tout récemment, qui atteste de ce que nous avons fait des efforts. Mais curieusement, c'est qu'en cette période de fête, c'est aussi des périodes de relâchement. Donc, et n'oubliez pas que dans ces attaques, il y a l'effet communicationnel. En fait, ils le font pour donner écho, parce qu'ils ont en fait un objectif malsain à atteindre. Alors donc, ils ont frappé, je crois, le 8 janvier, et c'est la première fois que nous avions enregistré d'énormes pertes, malgré l'équipement, parce que nous avons un équipement dédié à la lutte. Nous avons renforcé les capacités opérationnelles de nos troupes. Même les grands patrons de l'armée sont allés à la veille assister les éléments sur le terrain. Ça a été présenté. Le chef de l'État aussi, comme il est le premier, en fait, parce que c'est lui le ministre de la Défense, en fait, en réalité, c'est lui qui délègue son pouvoir. Il est allé encore témoigner sa solidarité à l'armée. Vous l'avez vu, il a même déjeuné. Justement, c'est ce qui interpelle cette attaque qui survient quelques jours seulement après que le chef de l'État est allé galvaniser les soldats, leur témoigner évidemment sa reconnaissance pour tout le travail, l'effort effectué sur le terrain, et a promis être à leur côté pour pouvoir faire face évidemment à la menace commune. En fait, ces groupes s'inscrivent dans une approche de défiance. Parce qu'ils veulent toujours défier le système de sécurité classique mis en place par les États. Je ne vais pas citer ici en fait, l'histoire malheureuse du Niger, où le président Bazoum a dit qu'il a fait constater qu'ils étaient plus équipés que l'armée régulière. Mais ici, on a constaté qu'en fait, ceux qui opèrent, parce que j'ai suivi un peu quelques vidéos, je ne vais pas dire dans quelle langue, ils s'exclamaient et disaient merci à Dieu d'avoir accompli cette besogne. Vous avez suivi comme moi. Mais quand vous voyez en fait des groupes terroristes agissent en plein jour avec ce mode opératoire, parce que c'est indescriptible, on ne peut pas dire ça ici sur un plateau de télévision, et qui revendiquent en plus. Cela prouve que la menace en fait prend de l'ampleur. Et cette croissance, ce mécanisme qui est mis en place pour pénétrer. Mais interrogez-vous, voyez à peu près à quel moment ces groupes terroristes interviennent. Vous avez cité en fait 2019. Moi j'ai pris la menace au sérieux à partir de 2021. Mais après ça, vous avez vu 2021, nous avions eu des périodes politiques, des périodes de rendez-vous, des rendez-vous électoraux. 2019, 2021. Maintenant nous sommes à la veille en fait d'une élection générale 2026 et on constate que en pleine préparation de Vodou Days, il y a eu une frappe qui a engendré d'énormes pertes, aussi bien matérielles que humaines. Parce que vous avez vu, ils ont dit qu'ils ont pris le matériel. Alors, qu'un soldat qui a été surpris, à qui on a arraché le matériel, ça veut dire qu'il y a un problème. Le mode opératoire, vous avez vu que les gens qui ont des talismans, sont bardés de protection endogène. Bon, maintenant, comment est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous devons continuer? Parce que la vraie question est ceci. Dans le système classique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut déployer l'équipement de surveillance accru sur l'ensemble des frontières. Mais ça, c'est le système boule opératoire, en fait, des Blancs. Parce que ici, ceux qui opèrent, ils opèrent avec l'endogénéité. Nous avions vu l'Algérie lutter contre ces hors-la-loi, mais l'Algérie a mis du temps et a fini par gagner sur cette lutte. Ça veut dire qu'il y a une expertise qu'il faut recourir. Dans la dynamique que nous avons mise en place au plan sous-régional, il fallait compter sur 3 axes. L'information et le partage des renseignements, la formation du personnel de sécurité et des renseignements, mais aussi la collaboration dans la mise en œuvre des opérations militaires transfrontalières. Mais depuis un moment, il y a quelques crises qui ont presque secoué les relations bilatérales et multilatérales. Or, si ces partenariats que nous avions avec le Togo, il y a encore quelques
années, avec le Burkina et avec le Niger, étaient opérationnalisés, n'étaient pas en veille. Je trouve évidemment qu'on aurait réussi à éviter cette frappe-là. Puisque le chef d'État m'a dit que les efforts que nous faisons au Bénin n'ont apparemment pas leur répondant de l'autre côté, qu'on sent que les autres sont, en fait, les terroristes circulent. Or, il faut conjuguer les efforts, les mutualiser pour pouvoir contrer l'avancée terroriste. Ce qui s'est passé est regrettable. Le chef de l'État fâché, je crois, paraît-il, qui a tenu une séance extraordinaire avec les patrons de l'armée. Les résultats, nous les aurons incessamment. D'accord. Alors, il faut dire qu'il y a une riposte de l'armée juste après l'attaque qui a permis de neutraliser certains des terroristes, et par la suite les autres ont été neutralisés aussi par l'armée burkinabé, de ce qu'on a pu lire évidemment dans les journaux. Alors docteur Moussi, ce que j'ai envie quand même de savoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour être attaqué en plein jour. C'est pas, on va dire, c'est pas en pleine nuit où on peut dire bon, on a été surpris. Comment est-ce qu'on fait pour être attaqué en plein jour? Merci beaucoup. Mon collègue disait tout à l'heure qu'ils sont dans des stratégies de défiance. Je voudrais quand même décrire un peu le contexte de cette attaque-là. Déjà, en fin décembre, le chef de l'État a fait son discours pour montrer quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a du matériel qui est acheté au profit donc de l'armée et tout ça. C'est des choses que les autres ont suivies, ont écoutées. Ensuite, fête de Nouvel An, avec beaucoup d'effervescence, organisation de la fête de Vodun Days, où la plupart des chefs de corps de l'armée sont rassemblés donc à Ouida. Donc le terrain n'est pas forcément gardé par ceux qui devraient le faire. En 2024, juste à la veille des indépendances, on a eu le même phénomène. Le 25 juillet, on a eu une attaque de ce type-là où on a perdu 13 soldats. Pas loin aussi de ce point-là. Donc c'est pour vous dire que c'est des moments assez cruciaux que ces acteurs observent, où il y a un déploiement donc des forces de défense et de sécurité qui sont évacuées pour s'occuper d'un certain nombre d'événements qui sont organisés. Alors, ce n'est pas les soldats de l'opération Mirador qui étaient sur les Vodun Days? Non, ce n'est pas les soldats. Je veux dire, le haut commandement et tout ça, il faut quand même qu'il y ait des gens sur place pour commander un certain nombre de choses, pour donner un certain nombre. Et aussi le matériel, c'est extrêmement important. On a vu, par exemple, pendant le défilé, il y a beaucoup de matériel qui ont été amenés sur le terrain pour faire des défilés, etc. Ça, c'est des choses que les autres observent aussi. C'est l'affirmation aussi je suis d'accord, mais en même temps, comme nous avons des fronts qui sont ouverts de l'autre côté et qui subissent donc ce type de menaces, je pense qu'on a besoin de se repositionner sur un certain nombre de choses pour pouvoir faire face à cette situation-là. Alors, pourquoi en plein jour? Justement parce que ces acteurs ont constaté effectivement que ils ont étudié pendant longtemps la position, le terrain, etc. avant d'intervenir. Et c'est pas pour la première fois que ça se passe comme ça en plein jour. Et c'est souvent suite à des événements importants que le pays organise et où l'armée est sollicitée aussi pour assurer la sécurité des hautes personnalités et tout ça. Donc c'est souvent à l'occasion de ces événements-là, mais il y a aussi des déclarations qui suivent, qu'ils écoutent pour montrer. Et vous avez dit tout à l'heure, le chef de l'État était allé au camp à Alada pour galvaniser donc la troupe. Quelques jours avant, on a vu la communauté Peul qui est allée aussi se plaindre au chef de l'État des conditions dans lesquelles le chef de l'État a souhaité une rencontre avec la communauté Peul pour les écouter. Oui, non, ils avaient déjà organisé une rencontre à Malanville et c'est suite à ça qu'ils ont été reçus par le chef de l'État. Et donc tout ça, c'est des événements qu'il faut prendre en compte pour analyser un peu ce qui s'est passé, parce que les autres, comme on le dit souvent, on a une forme de stigmatisation de certaines communautés par rapport à cette situation-là. Et comme pour démontrer que nous ne sommes pas solidaires des démarches que vous avez engagées, il y a eu justement ces différentes attaques, et pour montrer aussi que malgré tout ce qu'on fait, l'armée n'est pas encore au top niveau pour pouvoir contrer
ce phénomène. Je pense qu'on a besoin de réorganiser les choses autrement. Vous savez, le collègue parlait tout à l'heure du cas de l'Algérie. Vous avez deux types de théories en matière de lutte contre le terrorisme. Soit on considère la menace comme une menace interne, constituée des forces ennemies à l'intérieur du pays, et on prend des dispositions pour bloquer l'évolution de ce phénomène-là. Ou alors on considère comme une menace extérieure, donc quelque chose qui vient de l'extérieur, et à partir de ce moment, au lieu de lutter, on prend des dispositions juste pour barrer la voie à ceux qui vont pénétrer. Je pense que pour le moment au Bénin, on ne sait pas dans quel cas de figure on se retrouve. C'est vrai que pendant longtemps, on a entendu les officiels dire qu'il n'y a pas de terroristes au Bénin, il n'y a pas 1 cm² du territoire qui soit occupé par les groupes ennemis. Ça Bénin, on parle quand même d'incursions sporadiques. Oui, on parle d'incursions sporadiques, mais ces incursions sporadiques ne sont pas possibles s'il n'y a pas des attaches à l'intérieur du pays. Et c'est ça la difficulté de la chose. Ce n'est pas forcément quand il y a des combattants qui vivent de manière permanente sur le territoire national qu'on peut parler de phénomènes internes. Mais vous avez des gens qui collaborent, vous avez des gens qui offrent de la logistique, vous avez des gens qui offrent des informations, vous avez des gens qui offrent des services, des vivres à ces groupes-là, et qui sont considérés au même titre que ceux qui viennent attaquer, et parce qu'ils sont dans le même groupe, ils sont dans le même réseau, ils sont mus par les mêmes objectifs, etc. Donc je pense que nous avons besoin d'avoir notre propre conception de la chose et de faire en sorte que notre lutte cadre avec ce que nous vivons sur le terrain et comment le phénomène se manifeste sur le terrain, en considérant aussi ces spécificités que nous avons et à ne pas considérer forcément que c'est une menace qui vient de l'extérieur, mais prendre aussi en compte tout ce qui se passe à l'intérieur du pays et faire des actions qui permettent donc justement de couper ce cordon, ce lien qu'il y a entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, et qui permettent donc d'agir de manière aussi brutale sur les soldats du pays. Alors, Francis Elojatadé, l'opération Mirador, on en reparle, qui a été déterminée par l'armée pour pouvoir faire face à la menace terroriste. Plusieurs bases avancées fortifiées ont été construites pour pouvoir garder les positions, et des informations quand même qui nous sont parvenues, où certaines sources nous renseignent que ce sont quand même des hommes qui se relaient au quotidien 24 heures sur 24 pour pouvoir garder leur position. Quand on fait tout ça et quand même on est attaqué, on est en droit de se poser des questions, non? Oui, mais il faut d'abord saluer l'opération Mirador, parce que là nous devons évaluer et examiner. Mais on peut se réjouir évidemment de l'efficacité de l'opération Mirador. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cette frappe que nous allons évidemment jeter la absolument pas. Absolument pas. Parce que j'ai suivi un peu, j'ai eu la chance aussi de discuter avec certains qui étaient au commandement de l'opération Mirador. Je peux dire qu'en fait, il y a une défiance. Il y a une défiance. Et puis l'opération Mirador, vous savez qu'il y a un commandement opérationnel, certes, mais il y a un dispositif qui permet de faire le suivi et surtout d'alerter. Quand il n'y a pas l'alerte, quand vous n'avez pas l'alerte précoce, vous ne pouvez pas prendre des dispositions pour contrer l'ennemi, parce que vous avez vu comment est-ce qu'ils ont opéré. Donc c'est la preuve qu'il y a eu une défaillance à un niveau donné. C'est ça qu'il faut corriger. Et ça, il faut avoir l'honnêteté. Je suis me réjoui que le chef d'État n'ait pas pu faire des déclarations en fait tout de suite, qu'il soit en train de réunir les données, les informations pour voir, parce qu'il a investi et il fait le suivi au quotidien. Donc il ne comprend pas qu'une telle attaque puisse venir. Donc, il y a... Alors l'attitude flegmatique du chef de l'État sur le coup a quand même suscité forcément quelques remous dans l'opinion. Beaucoup de personnes auraient estimé ou auraient voulu qu'il prenne tout de suite la parole déjà pour condamner et apporter son soutien. Mais on connaît la stratégie du chef de l'État. On sait qu'il n'est pas à s'exprimer à tout va, surtout à n'importe quoi. Vous pouvez donner la réponse en fait à cette préoccupation. C'est vrai que les gens ont attendu que le chef d'État tout de suite sorte. Ils ont même voulu qu'il n'aille pas à Vodou Days et qu'il fasse le deuil et qu'il déclare en fait les journées de deuil national. Mais je crois que ce n'est pas dans la précipitation. Parce que ce qui s'est passé est plus sérieux que ça. Il est normal que le chef d'État écoute tout le commandement militaire et tous ceux qui sont
à l'œuvre au niveau de la chaîne de l'opération Mirador. Maintenant, constitue les responsabilités. Et s'il y a des mesures à prendre, des mesures collectives, bon, il va adjoindre les mesures. Parce que vous savez que dans le souci d'assurer la sécurité, la perception que les citoyens ont désormais, c'est qu'il y a une peur qu'on veut vendre aux gens. Parce qu'on a vu, mais ceux qui sont chargés d'assurer leur sécurité sont atteints. Et nous-mêmes qui sommes citoyens et population, puisque nous devons coproduire la sécurité, nous avons dit. Et a priori, vous comprenez que le civil donne plus de caution à celui qui a l'âme. C'est que quand vous avez une âme, on sait que vous faites davantage plus peur que celui qui va les bras ballants, les bras vides. Alors si ceux qui ont l'âme et qui doivent défendre la patrie tombent, c'est que la perception, en fait, l'écho que ça donne dans la société, c'est à croire que nous n'avons pas une sécurité assurée. Ça doit faire réfléchir par 2 fois, 3 fois le chef de l'État et tout son gouvernement pour des dispositions urgentes à prendre pour corriger le tir. Bon, je crois que les questions de déclaration, vous avez bien fait, docteur, de dire qu'évidemment, nous devons faire attention aussi aux éléments de langage. Parce que les autres aussi suivent. Et ils ont des renseignements. Autant nos armées régulières ont des équipements lourds pour faire le travail, autant eux aussi sont équipés. Je ne sais pas à quelle année de crédit que les gens les donnent, je ne sais pas quelles sont les puissances, les mains invisibles, qui les soutiennent, parce que en fait, on pourrait finir avec. Alors, docteur Moussi, on pourrait quand même également s'interroger sur les motifs, les mobiles de cette attaque terroriste. On s'imagine que ce n'est pas un acte gratuit. Non, c'est clair que ce n'est pas un acte gratuit. Et tout à l'heure, on parlait donc de la position stratégique du Bénin. Vous savez, partout ces groupes-là ont sévi, en tout cas pour ce qui concerne le Sahel et puis les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. L'idée, ce n'est pas forcément de s'installer, pour créer, c'est vrai qu'il y a eu des supputations, on veut créer l'état de l'Azawad, etc. et tout ça, mais je pense que le but premier de ces groupes-là, c'est plutôt d'avoir des couloirs de passage pour développer l'économie criminelle. Du grand banditisme. Du grand banditisme, faire de l'économie criminelle. Et je pense que le Bénin est une position assez stratégique pour eux. Mais il y a aussi que le Bénin, c'est depuis 2015 que le Bénin était dans le viseur avec la participation à la force. Le Bénin était observateur dans le G5 Sahel. Donc depuis la participation du Bénin à ce mouvement-là, il y avait déjà Boko Haram qui avait identifié le Bénin comme un des pays ciblés par leurs attaques avec la déclaration du chef de l'État d'alors. Et donc je veux dire que ensuite le Bénin a cette facilité de donner accès à la mer à partir de n'importe quel point du Bénin. En quelques heures, vous traversez tout le Bénin, tout le territoire béninois. Du nord au sud, ça ne vous prend pas une journée. Quand vous traversez de manière latérale, ça ne vous prend qu'une demi-journée ou quelques heures pour traverser, pour aller au Togo, pour aller au Nigeria, pour aller à la mer, etc. Donc le Bénin, c'est un couloir idéal pour ces groupes-là. Et vous voyez que de plus en plus, on est entouré par ces différents groupes. Il y a l'État islamique, il y a le JNIM qui est là, et bientôt vous avez les Lakurawa qui sont donc de l'autre côté du Nigeria et qui aussi manifestent des envies d'avancer vers le nord-est du pays. Donc, et pour pouvoir faire cette jonction-là, je précise que depuis plusieurs mois, plusieurs années, on a observé aussi des mouvements de va-et-vient entre les groupes qui sévissent au Sahel et ceux qui sont au Nigeria. Donc, le Bénin, c'est un couloir idéal et ils ont envie de contrôler cet espace-là pour pouvoir faire cette jonction entre les différents groupes. Et nous devons prendre en compte cette ambition de prendre position, cette ambition de contrôler cet espace-là, mais en même temps, le Bénin leur permet d'avoir accès à la logistique. Vous savez, pour avoir des engins au Nigeria, pour avoir les motos qu'ils utilisent au Nigeria, avec 500 000 maximum, vous avez une moto neuve. Et pour aller au Nigeria, c'est facile. Vous avez plein de jeunes qui quittent le Bénin, qui vont au Nigeria, qui achètent les motos 2 jours après, ils les revendent on ne sait où, ou bien des gens qui vont carrément acheter 1-2 motos pour ne pas forcément attirer l'attention et de manière régulière, ça se passe comme ça. Et ça permet donc de ravitailler ces différents groupes. Beaucoup de personnes se posent la question, mais où est-ce qu'ils trouvent ces engins? Mais justement, on est dans des relations
de proximité entre nos différents pays, il y a des relations informelles entre les différents citoyens de part et d'autre. Et quand vous êtes dans les zones frontalières, vous avez des activités économiques, criminelles qui se développent et qui font vivre beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'investissent par exemple dans la vente du carburant pris au Nigeria, malgré toutes les dispositions que l'État prend, malgré la lutte contre ce phénomène-là, on se rend compte qu'il y a toujours des gens qui les ravitaillent en matériel, qui les ravitaillent en carburant et donc qui permettent donc de faire fonctionner cette machine parce que beaucoup ont des intérêts économiques aussi derrière cette histoire. Francis Attadé, finalement, l'idée aujourd'hui, forcément derrière, il y a une psychose qui va s'installer dans cette région où a lieu cette attaque. Comment est-ce que les populations, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ces populations-là désormais, est-ce qu'elles vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles? Je crois qu'il y a un travail à faire, un travail de sensibilisation. Mais aussi parce qu'il faut sensibiliser pour pouvoir faire adhérer en fait la population à la dynamique qui est en cours. Nous devons coproduire. Il faut intégrer la population dans le dispositif de sécurité. Mais il faut veiller aussi à assurer une bonne sécurité au niveau des frontières. Parce que la question de la porosité des frontières dont vous parlez, si on peut améliorer le contrôle au niveau des frontières, je crois que ça va aider à corriger un peu le tir. Mais aussi déployer du matériel de surveillance accrue au niveau des frontières, parce que c'est ça surtout. Vous voyez comment est-ce qu'il y a des zones qui sont des zones rouges, mais connues par l'armée. Normalement, on doit faire en sorte que l'alerte soit précoce et que le dispositif en place soit renouvelé à chaque moment. Je ne veux pas jeter, en fait, je ne veux pas salir ce qui a été fait, mais je constate que s'il y a un problème, nous devons réfléchir. Ça veut dire qu'au niveau de l'alerte, de la sentinelle, il y a eu un problème. Ça, au niveau de la structure qui doit veiller à ce que l'information aille au niveau du commandement opérationnel, il y a un problème. Maintenant, il n'y a que les troupes doivent savoir qu'il y a des périodes d'intervention. Parce que les gens, les groupes terroristes ne choisissent pas n'importe quel moment. Donc, ils choisissent des moments importants, des moments cruciaux pour agir afin d'impacter, parce qu'il y a un effet communicationnel qui est recherché. Justement, l'effet communicationnel, parlons-en. Il y a que l'armée béninoise a quand même engrangé beaucoup de succès, mais resté silencieux, sur lesquels elle ne communique pas. Chaque jour, l'armée fait des assauts, les soldats de l'opération Mirador neutralisent des terroristes, mais on ne communique pas assez autour des succès. Est-ce que justement, il ne faut pas avoir aussi quelque part un côté triomphaliste lorsqu'on en neutralise, communiquer abondamment pour marquer justement le territoire, montrer quand même aux populations, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la réflexion dans l'opinion, c'est que l'armée ne fait rien et qu'elle se fait tuer tout le temps. Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est vrai qu'on dit que l'armée, c'est la grande muette. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par l'ouvrir finalement? Je pense qu'il faut commencer par l'ouvrir, mais il ne faut pas aussi l'ouvrir n'importe comment, parce que vous savez, on a vu le cas du Burkina, on a vu le cas du Mali, où trop de communication autour de ces événements se retourne finalement contre... Ça radicalise davantage. Non seulement ça radicalise, mais ça se retourne contre l'État avec les organisations de droits de l'homme qui estiment que c'est du carnage, qui estiment qu'on n'a pas respecté les droits de l'homme, etc. Donc je pense que c'est peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas de l'armée, je me suis dit peut-être que c'est à cause de ces différents facteurs que l'armée ne se prononce pas sur ces questions. Mais je pense qu'il faut se prononcer quand même de temps en temps. Non pas forcément pour dire on a tué tel nombre de terroristes, mais il faut aussi, quand il y a de ces situations comme celle que nous sommes en train de déplorer, il faut que l'armée vienne aussi donner, parce que là, vous avez à l'entame de l'émission, vous avez dit on ne sait pas quel est l'effectif de soldats on attend encore les chiffres officiels. Jusque-là, on n'a pas de chiffres officiels. Il y en a qui disent que c'est 28, d'autres disent que c'est 35. On ne sait pas exactement combien de soldats on a perdu sur ces fronts. Je pense que c'est des éléments d'information dont nous avons besoin, nous, en tant que citoyens, aussi pour voir aussi l'ampleur du phénomène, parce que l'impression que ça donne, quand il n'y a pas de communication autour, on a l'impression que ça ne concerne qu'une seule partie du pays. Et quand aujourd'hui vous interrogez un certain nombre d'acteurs en dehors de la zone rouge qui est concernée, vous n'avez pas l'impression qu'on est solidaire sur toute l'étendue du territoire national par rapport à ce phénomène-là. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la communication autour
de cette situation qu'on vit, ce désintérêt ou ce sentiment je sais pas, je ne dirais pas désinvolté, mais on a l'impression qu'on n'est pas concerné par la chose, mais que ça se passe peut-être sur un autre territoire, alors que carrément Malanville, Materi, Banikwara sont bien des territoires du Bénin qui sont concernés, et il faudrait qu'il y ait ce sentiment de tous les citoyens qui convergent vers une certaine solidarité, vers une certaine compassion aussi, parce que tout à l'heure vous avez parlé de psychose. Ce n'est pas cet événement précis qui va amener la psychose existait déjà, ça va renforcer davantage parce que c'est le quotidien de ces populations. Tous les jours que Dieu fait, à Karimama, il y a quelqu'un qui est enlevé, il y a quelqu'un qui est tué, même si on n'en parle pas forcément parce que ce n'est pas dit dans la presse. Donc tous les jours, des gens perdent leurs parents. Mais comment on fait justement pour maintenir les populations dans leur milieu naturel, j'ai envie de dire, parce que lorsque vous avez l'impression qu'autour de vous tout s'écroule, le premier réflexe que vous avez, c'est de partir tout de suite. D'ailleurs, beaucoup partent. Aujourd'hui, on a près de 15 000 personnes qui ont quitté le lieu de résidence habituel, soit qui sont revenus à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans les zones frontalières ont traversé le fleuve pour aller de l'autre côté du Niger pour pouvoir trouver des abris, d'autres sont allés au Nigeria, parce que justement la situation n'est pas tenable pour ces populations-là. Et à cause de cette psychose, même s'ils ne sont pas forcément attaqués, il y a aujourd'hui beaucoup qui vivent dans ce milieu mais qui ne peuvent plus aller au champ. Il y a des écoles qui ont fermé. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller au marché, justement à cause de cette situation. Il y a le couvre-feu qui est là, il y a aussi la peur de rencontrer ces groupes extrémistes violents, il y a aussi la peur de marcher sur les engins explosifs. Donc on est vraiment dans des situations assez complexes de sécurité pour ces populations qui sont aussi sous le joug d'autres phénomènes comme les changements climatiques, les inondations, la pauvreté, etc. et qui s'ajoutent maintenant à cette situation. Je pense qu'il y a matière à réfléchir autrement pour prendre les taureaux par les cornes et faire en sorte que effectivement les populations puissent se sentir en sécurité. Le collègue disait tout à l'heure, lorsque le rapport de force n'est pas à votre avantage, c'est clair que la population a tendance à adhérer à celui qui est le plus fort du moment. Et pour le moment, ce sont ces groupes-là qui semblent être les plus forts, il faut le dire, hein, parce qu'on voit que même l'armée qui est chargée de nous protéger n'est pas forcément à l'abri de cette situation. Et donc les populations se disent finalement, il vaut mieux se confier à ces groupes-là parce que ces gens, quand ils vous promettent, ils font. Quand ils vous disent à 2 h du matin, ils vont venir vous enlever, ils vont venir vous enlever. Quand ils vous disent qu'ils vont assurer votre sécurité, ils vont le faire au prix de leur vie. Et à partir de ce moment, ils donnent des éléments factuels qui font que les populations croient en eux. Mais l'armée persiste ici, aucun centimètre carré du territoire ne sera cédé à l'ennemi. Allez, plusieurs de nos forces de défense sont tombées au nord Bénin sur le front antiterroriste. Selon vous, quelles leçons pourrait-on tirer de cette tragédie pour mieux faire face aux défis sécuritaires? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes afin qu'ils puissent porter eux aussi leur regard, leur réflexion sur la préoccupation. Nadia Issani, bonjour. Bonjour à vous, Ayman. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Alors, nos internautes, qu'ont-ils pensé de notre question du jour? Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. La question de ce lundi a suscité de nombreuses réactions sur la toile. En résumé, nos amis internautes pensent qu'il faut une collaboration entre les États du Sahel et le Bénin et une formation de l'armée béninoise pour venir à bout de ce fléau. Bokor Roland Kalis nous dit sur Facebook, « Paix à l'âme de toutes les victimes. Pour moi, aucun pays ne peut vaincre ce fléau sans une mutualisation et un partage d'informations entre les forces militaires. Il faut encourager les populations à dénoncer tout individu qui se radicalise. Fils de la terre pense que nous sommes béninois et Dieu nous a fait grâce d'une richesse qu'est le vaudou. Le gouvernement devrait s'impliquer dans le processus pour faire venir nos frères militaires à Sakété ou à Kétou afin qu'ils se préparent au combat avec des antiballes naturelles
actuelle est très efficace. Ma place a aussi laissé un commentaire sur le réseau Facebook. Notre ami nous dit ici, pour relever efficacement ce défi qui fragilise notre nation, il est nécessaire que le Bénin et les pays voisins concernés unissent leurs forces et coordonnent étroitement la surveillance des frontières communes. Une coalition des forces armées de ces pays est indispensable pour mener cette lutte. C'est à cette seule condition que nous pourrons faire face avec succès à la menace terroriste et l'éradiquer progressivement. Une action unilatérale ne saurait pas être suffisante. Théophile Seledji Akorwe s'est aussi intéressé à la question. Selon lui, l'État devrait revoir les équipements nécessaires et mettre à la disposition de l'armée des moyens plus sophistiqués. Il urge d'aller conquérir des techniques des Occidentaux. Henouho Alabi Olabisi va dans le même sens que Théophile Akorwe. Il évoque aussi le renforcement de la formation de nos frères de l'armée et renforcer la coopération régionale. Il suggère aussi d'investir dans des programmes de sensibilisation et d'éducation des populations locales pour gagner leur confiance et leur collaboration. Selon cet internaute, on pourrait également mettre en place des programmes socio-économiques pour réduire les causes profondes du terrorisme, telles que la pauvreté et le manque d'opportunités. Prosper Dessous a réagi sur la question qu'il aborde sur plusieurs points. Selon cet internaute, il est essentiel de mener une analyse détaillée des événements pour identifier les failles et ajuster les tactiques et stratégies en conséquence. Il suggère également de soutenir les initiatives de développement local pour réduire la vulnérabilité des populations face au recrutement des terroristes. Merci beaucoup à vous, Nadège Soni, pour ces avis relayés. On a remarqué que les internautes sont fortement intéressés par le sujet. On fait des propositions des plus sérieuses aux plus insolites. En tout cas, merci. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci à vous, Eman, et excellente journée à vous aussi. Francis Attali, on va boucler ce forum de discussion. Lutter contre le terrorisme aussi a un coût monstrueux pour un État qui doit faire face aussi à d'autres priorités. Je crois que la plupart des États en sont conscients. Vous savez qu'à l'occasion du sommet de l'initiative d'Accra, ils avaient déjà convenu qu'ils vont mettre en place une force de 10 000 hommes avec un budget de 275 milliards pour lutter. Mais ça a traîné. Mais écoutez, même quand vous avez des équipements sophistiqués, ces terroristes, ces groupes-là se cachent dans des feuillages. Pour que les drones les repèrent, c'est difficile. Et ils ont un temps pour agir. Il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, qui me paraît important. L'état d'âme des militaires qui sont sur le terrain et qui ont vu les corps de leurs collègues, de leurs frères d'armes. N'oubliez pas que au Mali, Goïta, il était au front. Et c'est toute l'indignation, tout ce qu'il a vécu, qui a fait qu'il est venu au pouvoir. N'oubliez pas que là-bas aussi... On ne va pas faire ce parallélisme. Donc, on ne va pas s'imaginer ça. Non, mais écoutez... Francis, on ne va quand même pas s'imaginer cette réflexion. Non, écoutez, on n'est pas dans le cas du Mali, il y a on n'est pas dans le cas du Burkina Faso. Psychosocial. Il faut déployer des psychologues, des psychiatres, des gens au niveau de l'opération Mirador pour une prise en charge de ceux-là qui ont vécu ce drame. Maintenant, il faut que l'État fasse l'accompagnement nécessaire. Au-delà de tout ce que nous avions dit ici, il faut revitaliser les partenariats. C'est-à-dire pour que les coopérations que nous avons mises en place et qui ont été ensommeillées, il faut les revitaliser pour que nous puissions normaliser nos relations pour lutter ensemble. Il faut aller à la multilatéralisation de la lutte contre le terrorisme. Très bien. Aucun État à lui seul ne peut lutter contre le terrorisme. Absolument. Merci beaucoup à vous, Dr Francis Eloge Attali, expert en gouvernance, analyste politique. Merci également à vous, Dr Abdelaziz Moussi, socio-anthropologue, expert en prévention des conflits, radicalisation et extrémisme violent. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey, à l'Université de Parakou et au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Merci d'être passé sur cette matin nous éclairer. Et voilà qui met un terme, évidemment, au forum de discussion de ce lundi matin. Dernière escale de cette émission, c'est bien la revue de presse de Marcel Arrossi.
5 sur 7 matin, la revue de presse de Marcel Arrossi. Marcel, à la une aujourd'hui, le succès éclatant des Vodou Days. Le public béninois et celui des autres parties du monde ont eu droit à des danses du vaudou ouvert, vaudou dan, mami sakwata aux sorties des anguito et des egungun, des parades en l'honneur des vaudous et des concerts en plein air en bordure de mer qui ont été rythmés par des artistes béninois et internationaux de renom, rappelle Gasquiani Info. Une réussite étincelante, apprécie le matinal. Dans tous les compartiments de l'organisation à la sécurité, toutes les dispositions ont été prises pour l'éclat du festival. Cet événement qui célèbre les arts, la culture et la spiritualité vaudou a connu une réussite parfaite, constate le journal. Il a permis d'avoir les projecteurs sur le Bénin et de révéler dans toute sa splendeur le vaudou. Grâce, beauté et enthousiasme ont marqué cette célébration. Le triomphe était inattendu selon Bénin Intelligent. La ville de Ouida bénéficie d'un riche patrimoine touristique et culturel, fruit de son histoire liée à la traite des esclaves et à sa culture vaudou. Le moment fort de la 3e journée des Vodou Days à Ouida, poursuit le journal, a été l'inauguration de l'arène culturelle. Cet espace au design moderne inspiré de la tradition est dédié à la promotion des traditions culturelles et artistiques de Ouida et du Bénin. Les préjugés déconstruits à Ouida, l'année 2025 au Bénin est placée sous le signe Fouyekou, rappel Nord-Sud quotidien qui révèle l'interprétation sommaire du signe Fouyekou, l'un des meilleurs fadous qui existent parmi les 256 que comporte Tofa. Fouyekou apporte la protection selon le journal, l'invincibilité et la prospérité pour le pays. Fouyekou postule que l'intrépide « Je suis au seuil de la demeure paternelle ». Aucune menace ne peut ébranler. L'intrépide positionné au seuil de la demeure paternelle, Fouyekou postule ensuite que le danger qui ébranle toutes les autres nations sera vaincu au Bénin. Fouyekou énonce que le piment peut vieillir pendant 41 ans dans la bouteille, l'œil ne saurait jamais parader devant lui. Les vaudous qu'il faut honorer au cours de l'année sont Minon, Nan, dans les défunts et les jumeaux. Interprétation rapportée en français par le président des rites vaudou, Maouyon Kako. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Le même beau sourire. Voilà qui va mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin, ce lundi 13 janvier 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour d'Émile Fouinayon. On retrouve nous demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.